Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Alors, vous nous parlez d'un personnage mythique que vous avez eu la chance, l'honneur de rencontrer. Un personnage qui est entré dans l'histoire en 1975, c'était sur Europe 1. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Au dernier tour, Didier Decoing et Patrick Modiano ont obtenu respectivement 3 voix et 1 voix. Sacré trio au passage, sachant que Didier Decoing est devenu patron de l'Académie Goncourt, Modiano prix Nobel. Mais donc Émile Ajar qui est en fait, mais on le découvrira que bien des années plus tard, Romain Gary. Pourtant, Émile Ajar donne des interviews, on connaît son visage, mais en fait c'est celui de Paul Pavlovitch, cousin éloigné de Romain Gary, ce même Paul Pavlovitch qui publie aujourd'hui Tous immortels chez Buchet-Chastel, des mémoires incroyablement bien écrites. Il n'était pas qu'un prête-nom, il est lui-même écrivain, c'est d'autant plus cruel d'une certaine manière. Il revient sur l'affaire Ajar et il m'a raconté comment cette idée est née dans la tête de Romain Gary. Il m'explique qu'il en a marre. Il en a réellement marre d'être fusillé dès la sortie par des gens qui font l'économie de le lire. Et en 73, réellement excédé par cette situation, un jour il me raconte ce qu'il a décidé de faire, d'inventer un auteur. Ça m'embarrasse pas parce que je prenais pas ça encore au sérieux. Je trouvais que c'était une invention assez géniale et je l'admirais déjà parce que là, il y avait de véritables risques. Ah oui, parce que Romain Gary a été conspué par la critique. En tout cas, il y en avait de très féroces. Certains disaient même que c'était Albert Camus qui réécrivait les livres de Gary, manière de dire que Camus ne valait pas un clou non plus. Tout est raconté dans le détail dans le livre. Il revient au début de sa vie et sur ses rapports avec Romain Gary, son cousin. C'est une double biographie, celle de Paul Pavlovitch, mais donc celle de Romain Gary aussi. Triple biographie, si on veut même, puisque Jean Seberg, mariée à Romain Gary, tient une énorme place dans le livre. Au-delà de ça, c'est la visite d'une époque des années 50, au début des années 80, au milieu d'une galerie de personnages tellement incroyables qu'on avait fini par se demander s'ils n'étaient pas eux-mêmes des personnages de fiction. Bon, les Vincent Hervoët qui me fait passer une photo, c'est Jean Seberg. Il a fait tourner depuis tout à l'heure. Voilà. Mais c'est pas je l'attends. Jean Seberg, on a toujours cette image avec la coupe très courte. Et là, voilà, magnifique. Il y a Tous immortels, donc. Et l'interview de Paul Pavlovitch, c'est à écouter en longueur dans votre émission. La Voix et Livre sera dimanche entre 14h et 15h. Je signale que le livre est chez Buchet-Chastel, qui publie aujourd'hui un nouveau livre d'Olivier Babot qui s'appelle La tyrannie du divertissement. On en parlera avec Emmanuel Ducrot tout à l'heure à 8h30. Vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas ? Juste Romain Gary qui a provoqué, paraît-il, en duel Clint Eastwood qui a piqué Jean Seberg et Clint Eastwood qui a refusé. Ah oui, c'était épée contre pistolet. Finalement, Clint Eastwood. Il faut quand même avoir du courage pour provoquer Clint Eastwood en duel. Allez, merci Nicolas. Les musiques, maestro. C'est l'opéra français le plus joué au monde, le Carmen de Bizet, à l'affiche en ce moment de l'Opéra de Paris à Bastille, bientôt à l'Opéra de Marseille et au printemps à l'Opéra Comique. C'est là où il est né il y a près de 150 ans. Marie-J, quel hommage ce matin à un monument. Oui, et si l'on veut remplir une salle, Dimitri, on programme Carmen. En tout cas, c'est ce qui se murmure dans les coulisses des institutions. Pourtant, l'Opéra de Bizet ne s'est pas toujours ponctué par des applaudissements. Lors de sa première à l'Opéra Comique, justement, l'accueil fut mitigé. Les scènes légères de cette héroïne très libre ont choqué le public. Alors, pour pénétrer dans cet opéra, rien de mieux que de prêter attention à l'ouverture. Certains inventent la théorie que les coups de cymbales annonceraient l'assassinat de Carmen. On va aussi écouter les explications du musicologue Hervé Lacombe. On peut considérer que l'ouverture résume certains éléments essentiels du drame qui va se jouer. Il y a l'esprit de la corrida, il y a un thème qui est associé tout au long de l'opéra. On se divise sur ce que représente ce thème. Ça peut être l'idée du destin. Alors Georges Bizet n'a pas sorti ce chef-d'œuvre tout seul, il s'est inspiré de la nouvelle de l'écrivain Prosper Mérimée, et puis il a su bien s'entourer. Il a rencontré une femme qui s'appelle Célestine Gagné-Marié, qui avait un fort tempérament, et c'est elle qui lui a fait changer son air d'entrée. C'est grâce à une cantatrice qui a imposé sa vision du personnage que Bizet a écrit cet air-là.
La habanera, ici interprétée par Maria Callas, un air utilisé au cinéma dans les publicités que tout le monde connaît. Donc Carmen aujourd'hui est joué dans les opéras du monde entier et inspire tous les arts et continue de choquer 150 ans plus tard. Et oui, mais cette fois-ci, Dimitri, il choque par sa censure ou sa réécriture, comme ses productions déprogrammées en Australie pour apologie du tabac. Et oui, Carmen travaille dans une usine de fabrication de cigares. Habanera, oui. donc. Et cette mise en scène italienne présentée en 2018 dans laquelle Carmen n'est pas la victime, mais bien la meurtrière. Ah, ne touchez pas aux œuvres, faut arrêter ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire si elle roulait plus des cigares, Carmen? Tiens. Dans quoi travaillerait-elle aujourd'hui? La mode peut-être? Je ne sais pas. Merci Marie Jiquel.